Montmartre 3 est fier de l'être. Il publie 30 années de textes vifs et incisifs dans un pétillant ouvrage intitulé « Mon rétroviseur de droite ». Il s'agit de Jean-Paul Chériguès de Olmeta. Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis toujours très heureux d'être avec vous sur un plateau de télévision. Alors, adolescent, il y a longtemps, vous rêviez de devenir Jean-Jacques Gaultier ou François Brignot. C'est dire que depuis votre adolescence, vous avancez sur la route sans rétroviseur de gauche. Non, ça, c'est clair. De droite et fier de l'être, alors. Ah, tout à fait. Et depuis toujours. J'ai dû être communiste 10 minutes devant une injustice quand j'avais 12 ans, mais sinon, c'est tout. Qu'est-ce que c'est pour vous être de droite? Vous savez, c'est toujours une question qu'on se pose. Comment vous définissez de droite, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, en quelques mots. Prenez le temps. Dieu, le roi, la France. Et puis après, moi, essayant d'être dans le cadre que je viens de fixer. Voilà. Chrétien, en essayant d'être chrétien tout le temps, et en étant certain de ne pas y arriver. Mais il y a une ligne de vie, c'est d'essayer d'être un type bien, quoi, voilà. Et j'estime que quand on est à gauche, on n'est pas forcément un type bien. Donc c'est pas très gentil. Déjà, je pratique pas la charité. Alors, tout le problème, c'est qu'on peut être de droite sans être avec Dieu. Ah oui, non, je suis d'accord. Sans être avec la France totalement, et sans être avec le roi. Oui, bien sûr. Mais bon, vous acceptez cela? Ah oui, aussi, bah, bien sûr. Du moment qu'ils ne sont pas contre violemment tout ce que je viens d'énumérer. Et pourquoi le roi? Parce que c'est la continuité. Je constate dans les 9 ou je sais plus, 9 monarchies qui restent en Europe que bon, les pays marchent pas forcément mieux que les autres, mais marchent quand même pas si mal que ça. Et ils ne sont pas en guerre civile régulièrement pour savoir qui va être le chef. Puisqu'il y a des élections, il y a monsieur ou une dame qui sort vainqueur des élections, et le roi ou la reine dit voilà, ce sera vous le Premier ministre. Mais ça évite cette espèce de déchirement au plus haut niveau. Et je trouve que nous, tous les 5 ans, maintenant, avant c'est tous les 7 ans, bah, il y a quand même une bagarre pendant un bout de temps pour savoir qui est-ce qui va sortir du chapeau. Et ça n'empêche pas après le reste aussi des élections avec un Premier ministre. Je dis, la monarchie fait l'économie au moins de la grande élection qui divise le pays. Enfin, c'est une vue comme ça. Emmanuel Macron doit vous ravir. On dit qu'il a vraiment une volonté d'avoir une représentation un peu monarchiste des choses. Mais c'est pas comme ça que je conçois le roi. Pour moi, Macron, et particulièrement en ce moment, représente tout ce qu'il pouvait y avoir de détestable dans la monarchie. S'il a retenu que ça, c'était pas la peine. C'est-à-dire, plus précisément. Bon, je sais pas, le règne des favoris, le règne de la cour, et de la cour rapprochée. Bon, d'abord, c'est pas très démocratique, et puis c'est pas dans l'esprit de la monarchie. Vraiment, là, je crois que M. Macron a oublié le peuple. Même avec un P majuscule, il en est loin en tout cas. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne. Montmartre 3 est fier de l'être, de droite donc est fier de l'être, mais surtout, dites-vous, français, catholique, oui, monarchiste, vous rajoutez maurassien. C'est un portrait intéressant, mais qui correspond quand même assez mal à votre engagement pendant plus de 10 ans. C'est ce qui ouvre l'ouvrage. Votre engagement de 79 à 90, hein, oui, au Grand Orient de France. Grand Orient de France français dans l'intitulé, et pas très catholique. Comment vous avez fait pour être à l'aise avec ce que vous appelez vous-même d'apparentes contradictions avec le Grand Orient de France qui lutte contre la France? D'abord, je savais que je vous attendais sur cette question. Bah, oui, je l'ai fait exprès d'ailleurs, parce que comme j'avais publié, j'ai dit je vais mettre ça aussi. Oui, un peu. Alors déjà, pourquoi je me suis engagé en maçonnerie? Honnêtement, par curiosité. J'habitais pas loin de la rue Cadet quand j'étais enfant, avec ma mère, et comme on ne dit pas aujourd'hui la bonne, on faisait les courses rue Cadet, et je passais devant ce vieux temple, il y avait des grilles, tout ça, et la boutique d'en face, il y avait un vieux monsieur ventripotent, il y avait des crânes dans la boutique, des épées, ça m'intriguait beaucoup. Et puis, il y a un moment, j'ai quand même eu une petite crise, après le petit séminaire de Paris. Je me dis, il y a quelque chose, j'ai voulu aller voir. J'y suis allé, j'ai été séduit, pas abandonné, c'est moi qui ai abandonné très très longtemps après, parce que je ne sais pas si je peux dire vraiment le fond de ma pensée, mais on est en train de faire de moi un juif de synthèse, et ça m'a pas plu. C'est-à-dire? Mais j'ai mis très longtemps. Je retrouvais tout ce qui est critiquable dans certaines démarches du Talmud. Enfin bon, j'avais l'impression qu'on me demandait de faire des choses que j'avais plus envie de faire. Et c'est pour ça que je suis parti. Vous avez mis 11 ans pour vous en apercevoir? En plus que ça.
Mais oui, mais alors, comme c'est très paradoxal. Vous prenez la parole. Parce que là, ce qu'on découvre, et c'est vous qui nous le faites découvrir, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas seulement un membre, mais vous êtes aussi un intervenant, puisque vous intervenez sur plusieurs sujets, d'ailleurs, assez copieux, et où on ne vous attend pas forcément, d'ailleurs. Mais alors là, bon, j'ai fait le parcours. En plus, je n'ai pas du tout été pistonné ou comment on dit, enfin quand on vous aide, là, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Parrainé, voilà. Coopté, non, pas du tout. Quand j'ai voulu, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire. À l'époque, il y avait une obédience que les autres existaient, mais une seule qui était connue et qui avait son numéro de téléphone dans l'annuaire, c'était le Grand Orient de France. Donc j'ai écrit. Sans piston, sans rien du tout. Je pense que le secrétariat a regardé quelle était la loge où il y avait le moins d'adhérents. Ils ont mis la lettre là-dedans. Et je me suis retrouvé dans une loge d'anciens résistants de la SNCF. Bon, très bien. Et puis, je suis très content. Il y avait le côté les Indiens et les cow-boys, l'initiation, tout ça. Bon, très bien. Mais en même temps, je marchais un peu dans cette affaire. Et puis j'ai commencé à gueuler parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, j'étais pas content. Tout ça. Alors pour me faire taire, c'est une grande technique, on m'a donné les grades supérieurs. Et à chaque fois que les 3 grades normaux, apprenti, compagnon, maître. Mais alors après, on peut rester là. Mais après, j'ai visé les hauts grades, mais pas franchement. Mais comme j'ai commencé à enquiquiner le monde en disant mais ça c'est pas vrai, machin, là, hop, on m'a passé au grade supérieur. J'ai recommencé la même technique. Et comme ça, j'ai fini en haut du cocotier. Et là, j'ai dit bon, maintenant je redescends, c'est plus possible. Bon, on va passer sur cela, parce qu'il y a une rencontre qui va effacer d'ailleurs tout cela, oui, absolument, et qui a marqué votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est la rencontre décisive avec Serge de Beketch à Minute la France. Puis, dans l'incroyable aventure du libre journal de la France courtoise, c'était un décadaire écrit qui va connaître 416 numéros. Et là, vous parlez de fascination à l'égard de Serge de Beketch et de son épouse Danielle, une fascination réciproque d'ailleurs. Ce terme fascination, c'est un terme fort. Oui, c'est un terme fort. En plus, alors ça commence justement sous l'égide de la maçonnerie. Je tombe par hasard sur Radio Courtoisie, donc à ses débuts. Et puis, bon, c'était assez plan-plan. Et le mercredi, il y avait un monsieur qui faisait une émission qui était... Qui décapait, et il tapait à fond la caisse sur la maçonnerie. Mais ce type, pour dire autant de vacheries, c'est qu'il doit la connaître un peu, mais bon, il pousse un peu. Et là, un jour, j'ai écrit à Jean Ferré, en disant... le directeur de Radio Courtoisie. Qui était le directeur de Radio Courtoisie. J'ai dit, dans le gars du mercredi soir, il chérit un peu, parce que moi, je suis français, catholique, franc-maçon, et tout ça, ça va très bien. Jean Ferré, qui flairait pour faire des coups, il aimait bien ça, m'a dit venez, on va en parler. Et puis on a fait 2-3 émissions sur la maçonnerie. Alors c'était à l'époque, il y a des gens qui écrivaient dès que ce type-là sera parti, faites venir le grand exorciseur pour nettoyer le studio. Enfin bon, depuis on en a reparlé, c'est un peu plus calme. Et puis un soir, il a fait un duplex avec Beketch et on s'engueulait à l'antenne. Et 2 jours après, il y avait les BBR. Je suis allé au BBR. Les BBR, c'est la fête des Bleus, Blancs, Rouges, qui était la fête annuellement. Voilà. Oui, qui était la traduction, vous avez remarqué. Oui, et qui était d'ailleurs un moment de joie. C'était vraiment un moment très français, très sympathique. Et je me suis mis dans la file d'attente des gens qui faisaient dédicacer les bouquins de Serge. Je me suis planté devant lui. J'ai dit voilà, je suis le franc-mac de Jean Ferré. Oh, non, on déjeune demain. Et c'est parti comme ça. Et vous n'êtes plus quitté. Non, voilà. Et alors, Serge m'a fait l'aveu au bout de quelques temps. Il me dit, ne le dites pas pour l'instant, mais un jour je le dirai à la radio, il l'a fait, qu'il avait été franc-maçon pendant 5 ans. Et sa démarche, c'était la démarche du journaliste, il voulait savoir ce que c'était. Vous allez participer à Minute, dont il est le patron, le directeur. Minute la France. La France, Serge Martinez et Serge de Beketch. Et ensuite, bien sûr, à ce décadaire. Un décadaire, c'est quoi? C'est un journal qui paraît tous les 10 jours. Ça commençait bien. Oui, c'est pas comme les autres déjà. Et j'ai accepté tout de suite, parce que j'étais très fier. Voilà, Serge, quand Minute s'est arrêté pour lui, et Serge, qui était quelqu'un que tout le monde admirait, personne ne l'a aidé, il faut être clair. Enfin, en tout cas, il était bien enquiquiné, le pauvre. Et sa femme, Danielle, très discrète, mais qui a du chou, lui a dit, tu sais, il faut que tu aies ton propre journal, parce qu'avec le caractère que tu as, ça sera beaucoup mieux. Ah oui, c'est facile à dire, mais enfin, il faut le faire, un journal. Donc il s'est dit, je vais m'y mettre. Aidé par Daniel, surtout la partie la moins rigolote, c'est la partie administrative. Et il a invité à déjeuner dans sa petite maison à Paris. Pas tous, mais une grosse partie des collaborateurs qu'il avait à Minute la France. Et la première chose qu'il nous a dit, voilà, je vais créer un journal, mais je veux le faire qu'avec des gens que j'aurai plaisir à lire dans Minute. Je dis, moi, il m'a convoqué, j'avais plaisir à lire mes petites chroniques de cinéma et tout, ça y est, c'est la Légion d'honneur. Et puis, il a expliqué tout de suite, vous savez, je vais essayer de faire ça pour survivre avec ma femme et mes 2 fils, qui étaient encore en âge d'être à la maison, mais je vous paierai pas,
Bon, il a tenu parole. Et alors, il y en a deux, je ne dirais pas les noms, qui se sont levés, qui sont partis. Vous le dites dans le bouquin, donc il faut le lire. Quand même, bon, c'est un peu gros. Non, mais ils avaient une émission à Radio Courtoisie en plus. Bon, et puis c'est parti comme ça, et ça a marché. Alors, je donne tout de suite une précision. Serge ne nous a jamais payé, mais il a toujours été attentif aux gens qui travaillaient avec lui. Et à celui-là, il payait sa carte orange. À l'autre, il payait son téléphone. À un autre, il disait, Serge, je suis un peu enquiquiné en ce moment, viens avec moi au DAB, il tirait un peu de sous. Bon, moi, je n'ai jamais rien demandé. Et même quand on dînait avec son épouse, tous les trois, alors là, il voulait jamais que je les invite à dîner. Donc, en définitive, il avait dit, je ne vous paierai pas. Il a tenu parole, mais les gens qui étaient avec lui n'ont jamais été dans la grande difficulté. On retrouve avec plaisir dans mon rétroviseur de droite toutes les critiques de cinéma, théâtre, de spectacle que vous avez rédigées pendant donc de très très nombreuses années. Et vous vous plaisez à rappeler ce qu'écrivait Georges Simenon, le tout est vrai, mais pas toujours exact. Que faut-il comprendre de cette mise en garde? Alors, je vous donne une réponse toute simple. Bon, on me dit souvent que je fais, comme Jean Ferré d'ailleurs, que je fais parler les morts, mais je fais aussi parler les vivants. Mais puis j'ai les preuves de ce que j'avance. Dans ma jeunesse, en tout bien tout honneur, je précise tout de suite, que mon beau-père est éditeur de musique, on voyait défiler beaucoup de gens, j'ai rencontré Jean Cocteau. Je m'en souviens comme au premier jour, mais si je vous dis qu'il avait une cravate verte, c'est probablement pas exact. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Hein, c'est pareil, j'ai rencontré le général Franco un après-midi, me demandez plus la date exacte et l'heure. Enfin, c'était un après-midi, mais est-ce que c'était 15h ou 16h, je ne sais pas. C'est ça que veut dire Simenon dans ses écrits. Alors je reviens sur le caractère éclectique finalement de vos choix culturels. Ça apparaît vraiment dans l'ouvrage. Quelle est la logique de vos choix? Comment passe-t-on par exemple dans le même temps, et dans la même page d'ailleurs, de l'Opéra Bastille où l'on présente une œuvre de Benjamin Britten, à la Tour Montparnasse infernale d'Éric Ramsey, où je vous cite monument de stupidité, sommet de bêtises, cloaque, déjection. Personne ne vous avait demandé d'aller voir le film. Hein, non, mais justement, j'y suis allé parce que je suis curieux, c'est tout, c'est comme pour le reste. Alors, comment on passe de l'Opéra Bastille à une salle de cinéma des Champs-Élysées pour aller voir une projection privée de ce film d'Éric Ramsey, qui ne restera pas dans les mémoires? Ah non, non, sûrement pas. Mais, qui est drôle. Non, mais alors, je vous réponds, la curiosité. Alors, il y a le goût. Bon, l'opéra, c'est un peu par goût, et encore pas tout. Et puis là, d'un seul coup, d'ailleurs, vous choisissez bien le film, la curiosité d'aller voir... Parce que je m'en doute un peu jusqu'on peut aller dans la connerie. Voilà. Oui, mais c'était volontaire. Enfin, non, mais j'avais envie. C'était le projet du film. C'était bien évidemment d'être bête. Ah non, c'était un film qui se voulait... enfin, oui, il ne se voulait pas une tragédie antique, mais il se voulait un film rigolo, bien fait, alors que c'est très mal fait. Ah non, le projet était un peu prétentieux. Mais c'est assez surprenant parce qu'en fait, je lisais les critiques, et je ne les ai pas toutes lues, mais j'en lis beaucoup. Elles sont quand même toujours très... positif, globalement quand même positif, c'est rare que vous en preniez. J'ai même cherché d'ailleurs, hein, mais parce qu'on avait... infernal, je me suis dit, là ça devait être vraiment infernal. Ah non, parce que mais on était tombé d'accord avec Serge, il m'avait écouté critiquer, ça ne veut pas dire forcément du mal, mais quand ça vous plaît vraiment pas, et que ça vous paraît même contraire à nos idées, enfin bon, allez-y. Mais sinon... soyez un peu modérés parce que derrière tout ça, il y a quand même des gens qui ont travaillé, c'est pas la peine de les assassiner. Donc là, si j'y suis allé à coup de bâton, c'est parce que vraiment, c'est la grotte. Est-ce que, c'est une autre question, j'ai un semblant de réponse, mais vous allez peut-être me contredire. C'est la notion de copinage, toujours très difficile dans ce métier. J'étais quelques jours avec Jean-Luc Génère sur ce même plateau, et je lui ai posé ces mêmes questions. Bon, on ne s'attend pas de vous que de vous entendre dire du mal, par exemple, du grand Jean-Laurent Cochet, pour qui on a une pensée d'ailleurs. Ça, je pense que c'est normal et c'est d'ailleurs mérité. Mais je prends un autre cas, un cas précis, que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré, jusqu'à sa mort, que doit être en 2000, c'est Julien Vartet. C'est un auteur dramatique à succès, directeur de théâtre parisien. Alors là, dans l'ouvrage, on s'aperçoit que vous ne ratez pas une seule occasion, premièrement, de ses pièces, d'encenser cet auteur, certes à la plume alerte, mais que vous comparez à André Roussin, et puis par un moment de fantaisie à Sacha Guitry, ça s'arrête là. Ça, c'est l'ami ou le critique qui parle? Non, c'est le critique, mais en plus je l'ai connu, Vartet, mais pas vraiment, j'avais pas la relation que j'avais avec Serge, si vous voulez. Non, mais d'abord je trouvais le type sympathique, je trouvais un industriel qui vend tout, qui rachète des théâtres parisiens et qui écrit des pièces. Oui, mais attendez, à succès. Oui, mais il y a quand même une grosse parenthèse, c'est lui qui met au point les huiles de moteur, je sais plus lesquelles, j'ai plus la marque. Oui, c'est un trou de mémoire, c'est à cause de la caméra.
Bon, bref, et les Américains lui piquent les brevets, etc. Il est quasiment ruiné. Et il a un procès qui dure 30 ans et il gagne. Et là, le pognon tombe à flot. Et bien alors là, il se dit, maintenant, je me laisse... Il y a longtemps qu'il ne travaillait plus. Les huiles mobiles, voilà. Et il dit, maintenant, avec le fric qui me revient de cette idée qu'on m'avait volée et qu'on a exploitée à ma place, j'ai gagné le procès, fallait le faire. Je suis très très riche. Et bien, comme j'ai écrit des pièces de théâtre, je vais acheter des théâtres pour les jouer. C'est tout, c'est comme ça qu'il a commencé. Édouard VII, la Popinière, je crois. Voilà, et oui, et puis les Mathurins pendant un moment aussi. Et c'est vrai qu'au lieu de, quand il a été à la retraite, au lieu de jouer au tennis, bon, il s'est mis à écrire des pièces de théâtre. Mais après, il a eu l'élégance, quand il a eu ses 3 théâtres, de jouer les pièces des autres aussi. Il n'a pas joué que les siennes. Mais le personnage n'était pas très sympathique, mais c'est son aventure, moi, qui me séduisait. Et puis, il a toujours été extrêmement gentil et correct avec moi, mais enfin, sans plus. Et... Ma question, elle revient, est-ce qu'on peut faire preuve de copinage? C'est-à-dire dire quelque chose pour faire plaisir, ou je ne vais même pas dire sur commande, c'est encore une autre notion. Oui, non, mais là en plus, alors si vous voulez, dans aucune de critique, il y a eu un billet sous la table à déjeuner. Ni d'Éric et Ramsey. Attention. Mais... oui, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément être objectif. Si on a une sympathie pour quelqu'un, ça peut transpirer dans tout ça. J'aimais bien Vartet, voilà. Bon, donc... J'ai bien compris. Voilà, j'ai reçu il y a quelques mois l'excellent critique de cinéma qui s'appelle Michel Marmin, qui a publié d'ailleurs un très joli ouvrage de mémoire. Et j'avais été surpris lors de cet entretien par la capacité qu'a Marmin de dire que sur tel ou tel film, tel ou tel auteur, il a changé d'avis, il a revu son opinion. Et là, en refaisant cette recension finalement de tout ce que vous avez écrit, est-ce que vous êtes dit quelquefois, j'aurais pas dû écrire ça, j'ai changé d'avis, j'ai changé de point de vue, j'aime Éric et Ramsey maintenant? Non, non, je réponds non. Oui, moi, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Bon, quand je les ai un peu relus pour remettre tout ça en ordre, il y aurait peut-être une façon d'écrire que j'aurais changé, mais sur le fond, non. C'est-à-dire que quand vous dites du mal d'une pièce, quand vous dites du mal ou du bien d'une pièce, vous n'avez pas changé de point de vue. Vous ne pensez pas que vous avez commis des injustices? Non. Voilà, à la limite, je peux avoir sur une pièce ou sur le... Non, je ne reviendrai pas sur un avis. En revanche, je peux changer d'avis sur une mise en scène, surtout à l'opéra, où maintenant le metteur en scène a plus d'importance que le reste, peut très bien avoir démoli une certaine mise en scène, et puis le même, il en refait une autre 10 ans après ailleurs, à dire « Ah tiens, c'est mieux ». Voilà, mais c'est tout. Vous avez découvert aussi des talents. Vous avez souvent été même le premier. On en parlait, mais Chantal Latsou. Chantal Latsou, le premier papier de son tout petit spectacle à la Potinière, c'est dans Minute la France. Et elle en parle encore. Et j'avais trouvé, là aussi, je trouvais que c'était parfois un tout petit peu vulgaire, mais c'était tellement drôle et puis tellement près du public que tout de suite, j'ai dit, voilà, je pense que si ça continue, ça va marcher très fort. Je ne m'étais pas trompé. Voilà, elle est devenue une personnage très populaire des grosses têtes de RTL, malheureusement chez Ruquier. Dans votre expérience... C'est tellement mon avis. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, dans votre expérience, il y a aussi votre présence à Radio Courtoisie, on en a parlé. Alors là, ce sont des chroniques que l'on retrouve aussi dans l'ouvrage. Bon, on va dire qu'elles sont plus liées à l'actualité, et donc souvent aussi elles sont plus politiques. Est-ce que vous continuez à avoir ce regard sur l'actualité, notamment politique? Ah oui. En ce moment-là, je regarde. Alors, je n'ai pas forcément l'avis même des gens de mon école de pensée, mais j'ai des idées quand même sur tout ce qui se passe, et voilà. Et quand je peux Comment les dire... vous voyez la France aujourd'hui? Si vous étiez encore avec l'ami Serge de Beketch à Radio Courtoisie, avec Savère, je dirais des termes que moi je n'utilise pas, mais enfin bon, est-ce que c'est la merde, la France? Non, à mon avis, ça ne sera jamais, parce qu'il y a les Français, quand même. Les Français, les vrais. Mais je trouve quand même que c'est un beau vaisseau qui tangue de tous les côtés, là, et qu'on a un capitaine qui est bien affaibli. Et je ferai une petite addition spécifique à Paris. Je pense que si on continue à avoir Madame Hidalgo comme maire de Paris, dans 2 ans et demi, on finit tous à poil sur les Champs-Élysées à brouter de l'herbe. Voilà. Hidalgo, c'est l'ennemi. Ah, à Paris, c'est l'adversaire. Ah oui, c'est pas l'adversaire, c'est l'ennemi. À Paris, c'est l'ennemi. C'est effrayant. Quand je vois l'état de mon quartier entre les travaux, ça fait 5 mois qu'il n'y a pas une voiture qui me lavait les rues du Poteau, tout ça, du Bas-Montmartre, rien. Alors je suis désolé, mais les chiens continuent les maîtres ramassent les déjections, mais les chiens continuent à faire pipi. Il reste des reliefs, des dégueulis de la fête de la musique qui était quand même pas hier. Tout ça, ça cuit au soleil dans le Bas-Montmartre.
Il n'y a pas une bagnole qui passe pour laver, quoi que ce soit. Bon. Mais il y a des travaux à tous les coins, on fait un trou, puis on ne voit plus personne pendant 3 semaines. C'est marrant, parce que c'était la question suivante. Et oui, mais je disais, c'est drôle, j'avais le sentiment, si vous voulez, comme ça, peut-être que je me trompe, hein, que Montmartre était moins frelaté qu'il y a 10 ou 20 ans. Je pense qu'il y avait plus c'était moins altéré. Vous me dites le contraire. Mais attendez, ça, moi je vous parle du bar Montmartre, c'est pas celui des touristes, mais alors je veux pas jouer les vieux schnocks, mais même les touristes ont changé, et justement la vie est moins agréable à Montmartre à cause des touristes qui ont des sacs à dos comme des coffres-forts, qui laissent tomber les canettes de bière à leurs pieds, mais c'est pas un, c'est tous. Donc ça a changé. Les Montmartrois, d'ailleurs, bon, ils vont même plus faire un tour jamais à la place du Tertre, sauf pour le dimanche pour aller à la messe à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Mais sinon, non. Donc Montmartrois est fier de l'être, mais avec beaucoup de difficultés. Oui, et puis de plus en plus isolé, parce que tous ceux qui se réclament de Montmartre, il n'y en a pas beaucoup qui sont nés, ne serait-ce que dans le 18e. Jean-Paul Chérigas de Olmeta, Mon rétroviseur de droite, un ouvrage qu'on peut utiliser pour cette fin d'été à la lecture. Il y a 600 pages de lecture. Ça se picore, ça se dévore. C'est très sympa. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir reçu. Je suis très content quand je viens chez vous. Eh bien, écoutez, c'est réciproque. Merci. Voilà.